Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo qui va nous permettre de résumer les idées du chapitre qui s'appelle Production des images. Alors dans ce chapitre-là, on va parler de lumière. La lumière est une onde, mais pour le coup, nous n'allons pas avoir besoin de la décrire comme telle pour pouvoir expliquer la formation des images. Donc à aucun moment, nous traiterons la lumière comme une onde dans ce chapitre-là, mais c'est quand même une idée qu'il faut garder en tête pour la suite des choses à venir concernant la lumière. Bon, l'objectif c'est de comprendre comment on peut former l'image d'un objet sur un écran. Donc ici j'ai un objet qui est une flèche, mais ça pourrait être n'importe quoi, et je souhaite projeter son image sur l'écran. Alors pour ça, il va falloir que j'éclaire mon objet, bien évidemment. S'il est à la lumière ambiante, j'arriverai pas à avoir d'image sur l'écran. Si je mets un projecteur devant pour l'éclairer, selon la puissance du projecteur, selon même l'optique du projecteur, je pourrais avoir une ombre de mon objet sur l'écran, mais faut-il encore que mon objet ne soit pas trop éloigné de l'écran, et même si c'était le cas, je n'aurais pas forcément une image qui soit bien nette. Pour y parvenir, pour réussir à avoir une image nette de mon objet sur l'écran, il va falloir que j'utilise une lentille. Une lentille, c'est un objet en verre ou en plexiglas avec une forme ovoïde. Celle-ci, elle est biconvexe, c'est-à-dire que ses deux faces sont bombées. Ce genre de lentilles, on dit qu'elles sont convergentes parce qu'elles sont capables de faire converger derrière elles des rayons lumineux qui arrivent devant elles. Et c'est ça qui va nous permettre d'obtenir des images. On va expliquer ça un peu plus dans le détail. J'aurai donc l'image sur mon écran. Alors l'image sera inversée sur l'écran. Alors vous avez ici des photos d'expérience qui sont menées avec des lentilles convergentes. Donc celle-ci elle est biconvexe hein, comme celle de la diapositive précédente et celle-ci elle est plan convexe, donc avec une seule face qui est convexe, mais les deux sont convergentes, les deux ont la capacité de faire converger la lumière derrière elles. Vous voyez ici on a des rayons qui arrivent parallèles entre eux et derrière ils convergent tous en un même point. Voilà. Et donc là, c'est pour ça qu'on dit que la lentille elle est convergente parce que les rayons convergent derrière elle. Il y a une grandeur qui permet de caractériser la capacité d'une lentille à faire converger la lumière, c'est ce qu'on appelle la distance focale. La distance focale, ben, c'est la distance qui est entre le centre de la lentille et le point où convergent les rayons là, sur cette image. C'est-à-dire que quand on envoie des rayons parallèles entre eux et horizontales, c'est-à-dire perpendiculaires finalement à l'axe de la lentille, ici, ces rayons-là, ils convergent tous en un point qui est nommé foyer image de la lentille, et la distance entre le centre de la lentille et ce foyer image, qu'on note f', on appelle distance focale. Une lentille qui a une petite distance focale, ça veut dire qu'elle est très convergente. La lumière va vite converger derrière elle. Une lentille qui a une grande distance focale, c'est une lentille qui sera moins convergente, la lumière convergera moins rapidement derrière elle. On peut remarquer un autre point sur la lentille, c'est le foyer objet. Le foyer objet, c'est un point qui est symétrique au point f' par rapport à la lentille. Donc la distance OF' est égale à la distance OF. Et ce point-là, ben, c'est un petit peu la particularité inverse, c'est-à-dire que des rayons qui proviennent de ce point-là vont sortir parallèles entre eux à la sortie de la lentille. Alors, regardons en image ce que ça peut donner lors d'une expérience. Donc ici, vous avez une source lumineuse, une lentille, un écran. La lentille est dans le porte-lentille. La source lumineuse, vous voyez, c'est une lumière blanche avec un F de marqué devant. Ce F, voilà, va être projeté. Donc ça va être notre objet, hein, ça va être notre objet lumineux. Et l'objectif, ça va être d'obtenir sur l'écran l'image de ce F, hein, comme sur la première diapositive avec ma flèche. Donc là, ici, c'est pas une flèche, c'est un F. Alors sans la lentille, on va pas arriver à obtenir d'image sur l'écran. Donc là après, si on déplace l'écran, et s'il y a la lentille bien évidemment, on va voir voilà l'image du F qui se forme sur l'écran, et on trouve hein, l'image qui est à l'envers par rapport à l'objet. Voilà, donc ça fonctionne bien. Grâce à une lentille convergente, on peut produire l'image d'un objet sur un écran. Voilà. Alors pourquoi on y parvient avec une lentille convergente et pourquoi on n'y parvient pas sans lentille convergente?
On va regarder une petite animation pour ça. Alors voilà cette animation. On a donc ici à gauche là l'objet. Donc ça va être une flèche. On va prendre une flèche. On prend en général une flèche hein, en physique parce que pour pas avoir à dessiner des objets trop complexes. Et puis en plus la flèche elle est pratique parce elle a une orientation. Donc là elle est orientée de bas en haut. Le bas de la flèche on le nomme ici A1. Le haut de la flèche B1. Donc en tout cas c'est notre objet. Donc par exemple c'était la lettre F dans l'expérience précédente. Donc qui est une source de lumière, primaire ou secondaire, en tout cas qui a des rayons de lumière qui partent de cette source. Voilà, et donc on voit ici des rayons de lumière qui partent du haut de notre objet. Donc il y en a une infinité dans la réalité de rayons de lumière qui va partir du haut de cet objet. Il y a des rayons qui vont partir dans toutes les directions. Et donc on va s'intéresser à quelques-uns de ces rayons qui vont passer à travers la lentille. Donc on voit que s'il n'y a pas la lentille, ben, l'énergie lumineuse, finalement, elle va se dispatcher dans toutes les directions de l'espace. Et si on place un écran dans cette zone-ci, ou enfin voilà, en imaginant qu'il n'y ait pas la lentille, donc bah, toute l'énergie lumineuse qui provient du point B va se retrouver étalée sur l'écran et va d'ailleurs s'additionner avec d'autres rayons lumineux provenant d'autres parties de l'objet ou d'autres parties de l'environnement. Et donc on risque d'avoir une image qui sera au mieux floue, au mieux et au pire pas d'image du tout. Grâce à la lentille, on va faire converger tous ces rayons lumineux qui sont issus de ce point, on va les refaire converger au même endroit, donc on va reconcentrer l'énergie lumineuse provenant du point B1 en un autre endroit qui sera sur l'écran si on place notre écran ici. Voilà, donc on va avoir l'image de B1 à ce niveau-ci, l'image de B1 on va l'appeler B2. L'image de A1 va se retrouver au-dessus de B2 et on va l'appeler A2. Voilà. Donc la propriété de la lentille qui permet d'avoir des belles images, c'est que elle arrive à reconcentrer la lumière qui sort, qui est émise de tous les points de tous les points de l'objet. Elle les reconcentre en un autre endroit de l'espace. Et si à cet endroit-là on place notre écran, on aura donc une image qui sera bien nette. Voilà, on va maintenant s'intéresser à se poser la question suivante. Est-ce qu'on peut prévoir à l'avance la position de l'image par rapport à la lentille, c'est-à-dire où est-ce que va se trouver l'image par rapport à la lentille, et quelle sera sa taille, et puis sera-t-elle à l'endroit ou à l'envers. Donc on voit ici, hein, quand l'image, on la retrouve bien à l'envers, comme tout à l'heure. Donc, mais est-ce que c'est possible de prévoir à l'avance là le trajet des rayons lumineux? La réponse, elle est oui, parce que on connaît parfaitement la marche de 3 de ces rayons. Donc il y en a une infinité hein, qui part du point B1 et qui rentre dans la lentille, mais parmi cette infinité de rayons, il y en a 3 dont on connaît parfaitement la marche. On va aller voir ces 3-là. Voilà. Il y a tout d'abord le rayon qui part de l'objet et qui passe par le centre de la lentille, le centre haut de la lentille. Ce rayon-là, il ne subit pas de déviation. Hein, parce que ce que l'on voit ici, ce qui est mis en œuvre, hein, quand je remets mon faisceau, c'est que les rayons de lumière, quand ils passent à la lentille, sont déviés. Donc ils subissent le phénomène de réfraction. Sauf pour le rayon qui passe par le centre de la lentille, celui-ci n'est pas réfracté, il va tout droit. Ensuite, il y a ce rayon-ci, on l'a déjà étudié, le rayon qui arrive euh, perpendiculaire à la lentille. Alors, où on dit aussi parallèle à l'axe optique. L'axe optique, c'est l'axe là qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre de la lentille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'axe optique. Donc tout rayon qui arrive parallèle à l'axe optique, on sait qu'il va ressortir en se dirigeant vers le foyer image F'. Voilà. Alors déjà, rien qu'avec ces deux rayons-là, finalement, c'est suffisant pour savoir où se trouve l'image, hein, parce que on sait que tous les rayons issus de B1 vont se recroiser en B2. Donc, si on arrive déjà à connaître la marge de deux rayons, on regarde là où est-ce qu'ils se croisent, et on sait que tous les autres rayons, finalement, finiront par revenir sur le point B2. Voilà. Mais il peut être pratique parfois aussi d'utiliser ce troisième rayon caractéristique, qui est le rayon qui passe par le foyer objet. Lui, il ressort parallèle à l'axe optique. Voilà. Donc c'est tout. Et donc voilà, l'image elle est ici à l'envers. On l'a déjà dit. Allez. Donc grâce à ces trois rayons-ci, on peut prévoir à l'avance la position et la taille de l'image. Voilà, position et taille de l'image hein, qui vont dépendre de l'endroit où l'on place l'objet par rapport à la lentille. On continue sur les diapositives. Alors, on va faire quelques tracés graphiques voilà, avec différentes situations.
Donc sur papier. Ici, on a donc une lentille qui est schématisée avec son axe optique, ses deux foyers f' et f. Ça peut schématiser une certaine situation. Euh, Par exemple, ça pourrait très bien schématiser l'objectif d'un vidéoprojecteur, ici l'objet à projeter, et puis on essaie de savoir où est-ce que va se former euh, l'image de cet objet, donc ça pourrait être vraiment une image sur une pellicule. Voilà, où est-ce qu'elle va se trouver cette image derrière la lentille, et sera-t-elle plus grande ou plus petite que l'objet, quelle serait sa taille? Donc voilà, ben, en adoptant une échelle, on va pouvoir répondre à cette question-là. Donc ici, on va admettre que chaque petit carreau ici, ça fait un demi-centimètre, donc deux petits carreaux vont faire 1 centimètre. Donc là, j'ai un objet qui fait, et puis la même échelle aussi verticale, j'ai un objet qui fait donc 1 centimètre vertical et qui est situé à 6 centimètres à gauche de la lentille. Donc pour savoir où se trouve l'image, moi je vais tracer les rayons. Donc un rayon qui va tout droit et qui donc n'est pas dévié, le rayon qui se passe par le centre de la lentille. Et puis le deuxième rayon, là, qui arrive parallèle à l'axe optique, celui-ci on sait qu'il va ressortir en f'. Et donc voilà, mon objet, il est ici, il va se situer, si je compte, 3 centimètres à droite de la lentille, il sera à l'envers, et sa taille, ça sera un demi-centimètre. Voilà. Donc je peux prévoir graphiquement la position de mon objet, de mon image, pardon, derrière la lentille et sa taille. On continue avec un autre exemple. Là, j'ai rapproché l'objet de la lentille, et donc cette fois-ci, on a une image qui est toujours à l'envers, mais qui est plus grande que mon objet. Situation suivante, j'ai encore rapproché la lentille, cette fois-ci je suis passé devant le point F, le foyer objet, et quand je passe devant le foyer objet, voilà ce qui se passe, c'est assez perturbant comme situation, parce que derrière mes rayons, derrière la lentille, ne se croisent pas. Donc ça veut dire que si je mets un écran derrière la lentille, puisque mes rayons ne se croisent pas, j'aurai jamais d'image nette sur mon écran. Par contre, ces deux rayons, ils semblent tous les deux provenir d'un même point. Si je prolonge mon pointillé, voilà ce qu'on va voir. Voilà, ces deux rayons semblent provenir d'un même point. Et par conséquent, si je place mon œil devant ici, mon œil va avoir l'impression que ces deux rayons proviennent non pas de mon objet de départ, mais de cette position-ci. Donc mon œil va voir cette image qui est une image agrandie de mon objet. J'ai en fait utilisé dans cette situation-là ma lentille convergente comme une loupe. Voilà. L'image qui est derrière, qui est donc visible par un œil, mais qu'on ne peut pas matérialiser sur un écran, on dit qu'elle est virtuelle. Dernière situation, on a un objet qui est à l'infini, par exemple une étoile, ou même sans parler d'étoile, un objet qui serait situé très très loin de la lentille, par exemple comme, je sais pas, un immeuble au loin, et donc on essaie de savoir où se forme son image. Alors ben, pour ça, je vais m'intéresser à un rayon, donc forcément mon objet comme il est loin, je ne peux pas le représenter ici, mais je vais m'intéresser à un rayon qui viendrait d'un point de cet objet, voilà, et il passerait par le centre optique de la lentille, donc ça je sais que ce rayon il va pas être dévié. Maintenant je vais choisir un autre rayon qui provient du même point de l'objet. Ce rayon-ci, puisque l'objet il est très loin de moi, eh ben, il va m'arriver parallèle au premier rayon. Hein, ces deux rayons proviennent bien du même point de l'objet, mais comme l'objet est situé loin, ces rayons m'arrivent quasiment parallèles, voire parallèles entre eux. Alors j'ai choisi un rayon qui arrive, pas n'importe lequel, hein, qui passe par le foyer F, parce que ce rayon-là, je sais comment il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et donc voilà où se croisent mes deux rayons, et donc tous les autres rayons issus de ce point de l'objet arriveront au même endroit, c'est-à-dire en F'. Voilà, l'image d'un objet qui est situé très loin se forme au niveau du foyer image. Voilà. Donc, si vous avez un objet qui est situé très très loin, on va prendre une source de lumière, par exemple, le soleil, que vous avez une lentille convergente dont vous ne connaissez pas la distance focale, et bien vous avez une méthode ici pour déterminer sa distance focale. C'est-à-dire vous allez prendre votre lentille, vous la mettez face au soleil et vous la rapprochez d'un écran jusqu'à ce que vous voyez une image nette du soleil sur l'écran. Et à partir de ce moment-là, vous savez que votre écran, puisqu'il y a l'image nette qui s'est formée dessus, c'est que votre écran, il se trouve au niveau du foyer image f'. Il ne vous reste plus qu'à mesurer à la règle la distance entre votre lentille et votre écran, sur lequel il y a l'image nette du soleil, et vous aurez comme ça déterminé la distance focale de la lentille. Maintenant, c'est bien joli, on a vu comment déterminer graphiquement la position et la taille d'une image, comment la prévoir graphiquement, mais est-ce qu'il y a des relations mathématiques qui nous permettraient de prévoir mathématiquement, sans forcément faire de schéma,
la position et la taille de l'image? La réponse, c'est oui, mais avant de les voir, j'ai besoin de préciser certaines choses. On l'a dit tout à l'heure, les images peuvent être à l'envers par rapport aux objets, c'est-à-dire que si mon objet est orienté vers le haut, mon image sera orientée vers le bas. Les images peuvent être à droite de la lentille ou à gauche de la lentille. Donc, pour tenir compte de ces observations-là, qui ont leur importance, les distances que l'on va traiter, on va leur adjoindre des signes, un signe plus ou un signe moins, selon des conventions, et ces signes-là, la présence d'un signe plus ou d'un signe moins, me permettra de savoir si mon objet est orienté du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, si mon objet se situe à droite de la lentille ou à gauche de la lentille. Alors, par convention, donc on va parler de distance algébrique, hein, parce qu'une distance, on sait très bien qu'une distance, elle est forcément positive. Donc là, le fait de prendre ces conventions-là, c'est juste pour rajouter des informations. Donc une distance qui peut être négative ou positive, on dit qu'elle est algébrique. On la notera avec un petit chapeau au-dessus du nom de la distance, on verra ça un peu plus tard. En tout cas, les conventions sont les suivantes. Pour les distances horizontales, si la distance est lue dans la direction de la lumière, qui est en général de la gauche vers la droite, hein, vous avez ici le sens de la lumière, donc en général c'est gauche vers droite, cette distance-là sera positive. Ce qui veut dire que ici la distance OA2, donc je vais de O à A2 dans le sens de la lumière, ce sera une distance qui sera positive. Par contre, la distance A2O, donc là je la lis, elle est orientée dans le sens inverse de la lumière, ce sera une distance négative. Donc OA2 positive, A2O négative, OA1 négative, A1O positive. Et pour les distances verticales, voilà, la règle en général, c'est que si la distance elle est orientée du bas vers le haut, elle est positive, sinon elle est négative. Donc ceci étant dit, on va pouvoir voir ces relations qui vont nous permettre de prévoir graphiquement la position et la taille de l'image. Alors, il y a d'abord la relation de grandissement. Alors, le grandissement, par définition, c'est le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc ça nous permet de comparer la taille de l'image et la taille de l'objet. Alors, si votre grandissement il est supérieur à 0, ça veut dire que votre numérateur et votre dénominateur, ils sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, donc ça veut dire que votre image et votre objets sont dans le même sens. Si le grandissement est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif, donc forcément, ils sont orientés dans des sens différents. Si maintenant, en termes de valeur absolue, votre grandissement il est plus grand que 1, ça veut dire que votre numérateur, en valeur absolue, il est plus grand que votre dénominateur. Donc, c'est-à-dire que l'image a une taille plus importante que votre objet. Et inversement, si la valeur absolue de votre grandissement est inférieure à 1, ça veut dire que votre image est plus petite que votre objet. Donc voilà, le grandissement, ça donne quand même déjà pas mal d'informations sur l'image. Et puis, ben, si on applique Thalès, parce qu'ici on voit qu'on a des triangles rectangles là qui apparaissent, qui sont plus tête à tête, tête contre tête. Et si on se rappelle bien de Thalès, on voit que cette distance-ci sur cette distance-ci est égale à cette distance-ci sur cette distance-ci. Donc voilà la relation de grandissement qui me dit que la taille de l'image sur la taille de l'objet est égale à la distance lentille image sur la distance lentille objet. Voilà. Donc on a déjà un lien entre la taille de l'image, la taille de l'objet, la position de l'image et la position de l'objet. Alors on fait attention, c'est des distances qui sont algébriques parce que j'ai mon petit chapeau qui apparaît dessus. L'autre relation qui va être importante, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison. Elle relie la position de l'image. Alors ici, ben, l'image, je l'ai appelée A', hein, pas A2. Bon, tant pis. Donc la position de l'image est reliée grâce à cette relation à la position de l'objet. OA, c'est la position de l'objet, donc je n'ai pas appelé A1, je l'ai appelé A, peu importe le nom, et A, la distance focale de la lentille. Donc, si vous connaissez la distance focale de la lentille, par exemple, si vous connaissez la position de votre objet, vous allez pouvoir déterminer, grâce à cette relation, la position de l'image. Exemple, je reprends le schéma numéro 1. Nous avions ici un objet qui était une distance de 6 cm de la lentille, donc la distance OA, attention elle est négative, hein, de OA vers A c'est vers la gauche, donc c'est négatif, la lumière se propage vers la droite, c'est donc moins 6 cm, et on avait une lentille avec une distance focale de 2 cm, là si on compte il y a 4 petits carreaux, donc ça fait 2 cm, donc OF', la distance focale qui est positive, qu'on note parfois simplement F', 2 cm. Donc ma question c'est où est-ce que va se trouver mon image? Ben, j'applique la relation de conjugaison, 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 1 sur OF'.
Donc OA c'est moins 6 cm, donc ça me fait 1 sur moins 6 plus 1 sur 2, ça me fait, quand je fais le calcul, 0,33 cm. Alors attention, ça c'est pas OA', hein. 0,33 cm moins 1, c'est l'inverse de OA'. Donc OA', ça va être l'inverse de 0,33, c'est-à-dire 3 cm. Et donc, je retrouve bien une distance OA' positive. Donc ça, déjà, c'est rassurant, parce que je sais que OA' c'est orienté vers la droite, donc forcément, ça sera positive. Et en plus, je retrouve bien la bonne valeur, 3 cm. Si vous regardez sur le schéma, j'ai 6 petits carreaux, ce qui correspond bien à 3 cm. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, ça sera bon pour vous, pour ce chapitre-ci, dans lequel il y a quand même beaucoup de choses.